Je vais commencer donc par me présenter. Donc, je suis Olivier Gontier, @Rolias sur Twitter. Je suis de Zenica. Donc Zenica, c'est une société de services donc sur Paris qui se spécialise surtout autour de Java et de l'open source. Notamment Pierre Keinec, qui est le président de l'Open World Forum et le fondateur de Zenica. Donc pour me présenter un petit peu plus, donc je suis consultant et formateur chez Zenica. Je contribue à InfoQFR, membre du POG, mais je vais bientôt arrêter. Bon, c'est les aléas, je vais essayer de me laisser un petit peu plus de temps pour faire du code justement. J'ai également un BlackBerry Developer Group que j'ai fondé avec quelques potes. C'est mon petit côté touche à tout, mais ça plaira pas à tout le monde, c'est pas grave. Alors moi je travaille sur Libon. Libon, donc chez Orange Valley, qui est une application qui permet de faire des appels en VoIP, du chat instantané, de la personnalisation de répondeurs. Et donc de quoi on va parler aujourd'hui, c'est de testing, de tests sur Android en particulier. Alors pourquoi faire des tests? Déjà, première chose, c'est pas facile, ça on le sait. Ça demande du temps. Il y a des managers qui vont pas forcément vouloir accorder ce temps dans nos développements. Mais on a besoin de stabilité dans nos applications. Et les tests, ils sont là justement pour détecter des régressions dans notre code. Au fur et à mesure qu'on va développer, on va pouvoir savoir si on n'a pas complètement cassé une fonctionnalité qu'on avait développée auparavant. Alors on a besoin de le faire. Bon, c'est un peu rapide, mais bon. Deuxième chose, dans une équipe, souvent, il va y avoir des gens qui vont avoir l'initiative de faire des tests, justement. Donc ici, ça va être mon gars en rouge. Le gars en rouge, il va essayer d'écrire des tests et de les maintenir. Mais le problème, c'est que si on ne montre pas aux autres comment faire des tests, ce qui va se passer, c'est que les gars en noir, eh ben, ils vont venir casser nos tests au fur et à mesure, et nous, on va passer notre temps finalement à les maintenir, ce qui n'est pas forcément amusant. Alors dans les tests, on va les écrire, on va les maintenir, mais on va aussi essayer de faire en sorte de faciliter la vie aux autres développeurs et de faire en sorte qu'ils puissent écrire des tests assez rapidement. Donc je vais différencier deux types de tests. Il y a d'autres types dont je ne vais pas parler, mais là je vais me focaliser uniquement sur ces types-là dans ma présentation. C'est les tests unitaires et les tests d'intégration. Donc la différence entre les deux, ça va être que les tests unitaires, on va tester une classe, une méthode, alors que les tests d'intégration vont tester finalement des composants, mais dans leur environnement. C'est-à-dire, est-ce que mon application se porte bien et fonctionne correctement. Alors, du coup, les problématiques qu'on va avoir, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire nos tests, comment on fait pour être efficace dans nos tests et qu'ils aient de la valeur, et quand est-ce qu'on doit éventuellement faire tourner nos tests, etc. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Alors je vais commencer par le framework de test qui est inclus dans le framework Android, donc le Android Test Framework. On commence par là. Alors c'est le plus limité d'entre tous, je vous le dis tout de suite, mais c'est bien de commencer à la base, ici, et de savoir quelles sont ses limitations. Et par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est le framework qui nous permet le plus facilement, par contre, de faire des tests d'intégration. Là où la plupart des autres frameworks existants vont faire du test unitaire souvent. Alors, le framework de test d'Android, donc, il est dans le SDK, on l'a déjà à notre disposition. Il est basé sur JUnit 3. Oui, JUnit 3. Alors, si vous avez l'habitude de faire du Java sur des stacks serveurs, etc., avec du JUnit 4, de repasser à du JUnit 3, je peux vous le promettre, ça fait super mal. Et ça apporte donc une instrumentation de tous les composants Android, et ça nous facilite un peu la vie pour nous qui sommes développeurs Android. Donc comment il marche ce framework? C'est assez simple, on va faire notre application, on va avoir notre application principale et une application de test qui va venir en fait être lancée dans le même processus que notre application principale et va aller en fait instrumenter notre application. Donc on va avoir même cette notion d'une deuxième application qui est réservée uniquement aux tests. Et donc nos tests, ils vont tourner déjà sur Dalvik, donc sur notre téléphone ou sur un émulateur. Là déjà c'est une première limitation qu'on va avoir, finalement on ne va pas pouvoir
lancer nos tests directement sur notre machine, ce qui va ralentir un petit peu le développement de nos tests, puisqu'on ne peut pas faire du code puis test, parce que souvent ça prend du temps à aller compiler donc, notre application de test et la lancer, etc. Donc si vous voulez l'utiliser, on a déjà des binaires qui nous proposent de créer pour nous un template de projet de test. Et deuxième chose, ensuite, pour aller lancer nos tests, on va utiliser donc ADB. Alors on va faire ADB shell am instrument pour dire je veux lancer l'instrumentation de ce package et ça va aller lancer nos tests. Ou alors si vous utilisez Maven, faites Maven Android Instrument. On est passé sur les bases, on sait comment le lancer. Maintenant, on va aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a plus exactement dans ce framework. Dans ce framework, alors on va aller le décomposer. Vraiment. Donc déjà, quand on va faire des tests avec JUnit, on va avoir des test cases. Des test cases, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de tests. Dans le framework, on va différencier deux familles de test cases, qui sont les Instrumentation Test Case et les Android Test Case. Donc ils vont avoir des buts différents. Les deux vont nous fournir un contexte. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui est vraiment spécifique à Android, donc l'objet contexte d'Android. Par contre, l'Instrumentation Test Case va aller un petit peu plus loin sur ce qu'on peut faire avec notre instrumentation. Donc, disons, ce qu'on va retrouver dans Instrumentation Test Case, ça va être notamment des tests pour faire des tests d'activité et de synchronisation d'acomptes. Dans les Android Test Case, on va pouvoir tester des providers, des services, des loaders et des applications. Alors voilà donc toute la famille des test cases qu'on va avoir. Première chose, c'est qu'on en a deux qui sont dépréciés donc dans les Instrumentation Test Case, donc il ne faut plus utiliser. Ils ont été remplacés en fait par donc c'était Activity Instrumentation Test Case qui a été remplacé par Activity Instrumentation. Ça va être dur à dire ça. Instrumentation Test Case 2 et la même chose pour je ne sais plus comment il s'appelle et je le vois plus. Le Provider Test Case, pardon, qui a été remplacé également par un Provider Test Case 2. Je vais essayer d'aller assez vite quand même parce qu'il y a pas mal de contenu, donc je vais essayer de tenir sur les 1 heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en fait chaque test case et aller regarder en fait qu'est-ce qu'on a comme possibilité dans ces test cases-là, qu'est-ce qui nous apporte par rapport à un test case standard. Et qu'est-ce qui nous apporte en général? C'est des méthodes directement qu'on va pouvoir utiliser. Donc par exemple dans Sync-Based Instrumentation, on va pouvoir aller faire un test de synchronisation d'acompte. Pour ça, on a une méthode qui s'appelle SyncProvider, où on va lui donner une URI et il va aller effectuer pour nous la synchronisation. De même, on peut aller donc désactiver l'auto-synchro et annuler une synchro. Bon. Activity Unit Test Case, c'est un test case qui va nous permettre donc de tester une activity. Donc je pars du principe que vous connaissez un petit peu plus ou moins Android. Une activity, vous savez ce que c'est. Donc Activity Unit Test Case ici, c'est pour tester une activity mais de manière isolée. C'est-à-dire qu'on va la tester sans aucun autre comportement qu'il y a autour. On va aller prendre notre classe Activity. On peut aller directement lui affecter une application en utilisant set application. On a également set activity context. On peut aller lui injecter notre contexte. Et on va pouvoir la lancer, bien sûr, avec notre start activity. Alors, ce qui est intéressant également dans notre activity unit test case, c'est qu'on a une inner class qui est un mock qui nous permet en fait de moquer des activities. En fait, moquer le parent, notamment, pour savoir, tiens, est-ce que mon activity, si elle a été lancée par telle activity parent ou par telle autre, est-ce que ça réagit de la même manière? Ça, on a la possibilité de le faire, du coup, en moquant donc, les parent activities. Ensuite, on a un Activity Instrumentation Test Case 2. Le premier, il était donc testé de manière unitaire. Ici, on va le tester un petit peu plus dans son comportement global. Donc, on va le lancer, il va être affecté à son application normale. Il aura son contexte. La seule chose, c'est qu'on va pouvoir lui passer un intent. Donc, c'est l'intent qui a déclenché l'appel de notre activité. Et on peut donc récupérer l'instance de notre activité.
Et enfin, on a donc dans l'instrumentation test case également un single launch activity. Alors celui-là, il a une logique différente des autres puisque il nous permet de tester une activity, mais en lançant une activity, et l'instance de cette activity, elle est gardée en fait pour tous les tests de notre test case. Donc on peut éventuellement faire quelque chose d'incrémental et puis tester un comportement au fur et à mesure. Là où toutes les autres, les deux autres test cases qu'on a vus jusqu'ici sur les activities lancent en fait une activity pour chaque test de notre test case. Ensuite, on rentre dans la famille donc, des Android test case. Donc on a le premier qui est Application Test Case. Application Test Case donc, nous permet de tester des applications, comme son nom l'indique. Il nous permet donc de faire appel par exemple à Create Application. Donc, Create Application va aller en fait appeler le onCreate de notre application, mais de manière synchrone. Ça nous laisse éventuellement le temps d'initialiser des choses avant de lancer notre application. On peut aller demander l'arrêt de notre application en appelant Terminate Application et Get System Context pour récupérer le contexte de notre application du coup. Ensuite, on a les Loader Test Case. Alors les loaders, vous savez comment ça marche, on va s'abonner finalement à une URI, on va récupérer du contenu, mais là ça va être exactement la même chose, sauf qu'au sein d'un test case, on va faire donc Get Loader Result Synchronously. En fait, on va demander à avoir à un moment T de manière synchrone les résultats de notre loader. Et comme ça, on va pouvoir tester si notre loader il marche bien. Ensuite, on a des services test case qui nous permettent donc de manipuler cette fois des services. Donc on va pouvoir lancer un service, se binder sur un service ou tuer un service. On a le Provider Test Case 2 qui va nous permettre de tester un content provider. Donc vous vous souvenez que le numéro 1 il est déprécié, donc on utilise plutôt le numéro 2. Donc ça nous permet donc de tester un content provider, un petit peu finalement à la manière d'un loader test case également. On va pouvoir aller par exemple tester si on arrive à aller chercher des données dans notre base, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Provider Test Case 2, de base, il nous fournit des mocks en fait. Alors il va moquer pour nous le contexte et un mock content resolver. Ce qui va, en fait, l'impact de ça, ça va être que les données qui vont être manipulées par notre content provider ne seront pas les mêmes que celles qu'on utilise normalement dans notre application. Et notamment avec le mock content resolver, on le verra juste après dans la suite de la présentation, ça nous permet d'empêcher le déclenchement d'autres content providers si par exemple je vais modifier des données en base. Donc ensuite, dans notre framework de test, on a vu les test cases. Bon, c'est pas bien compliqué finalement, on a un ensemble de méthodes statiques qu'on peut appeler qui nous fournissent des actions. Ce qu'on va avoir aussi, ce dont on va avoir besoin également, ce sera des mocks pour aller moquer des objets. Pour ça, le framework il en fournit un certain nombre, mais là on va pas se voiler la face, la plupart sont inutiles. Pourquoi? Parce que alors on prend mock application, mock content provider, etc. Tout cela, ce sont juste des squelettes qui sous-classent donc par exemple application, content provider, mais qui ne renvoient rien à l'appel de chaque méthode, ce qui est complètement inutile. Éventuellement, nous on va pouvoir aller le sous-classer et puis redéfinir nous-mêmes tout ça. Par contre, il y a une exception, c'est le mock content resolver. Le mock content resolver, lui, c'est le seul mock qui est vraiment intéressant dans ce framework, puisqu'il nous permet d'ajouter en fait à la main nos providers et en fait de refaire nos mappings URI provider, si vous voulez. Donc quand je vais faire add provider, je lui donne une URI et le provider, et comme ça je vais moi-même ajouter mes providers. Et de même, on peut faire appel à notify change pour dire tiens, il y a le contenu qui a changé. Donc on a la main vraiment sur comment déclencher notre provider et lesquels on utilise. Et ça, c'est intéressant. Donc par contre, pour faire des mocks, il y a quelque chose qui est tout bête, c'est le contexte wrapper. Comme son nom l'indique, c'est un wrapper. En fait, c'est un objet de type contexte qui a un champ de type contexte. Et en fait, pour toutes les méthodes, il va rediriger son exécution vers l'autre contexte qu'il a. Alors l'intérêt de ce truc-là, c'est que nous, ensuite, on peut le sous-classer. Et
aller redéfinir des comportements précis sur des objets particuliers. Imaginons, je veux redéfinir, je sais pas, l'appel à un fichier. Donc je dois aller demander en fait le chemin vers le système de fichiers où je peux écrire. Je peux redéfinir cette méthode et aller dire non, tu vas pas chercher dans celui-là, mais dans celui-là à la place. Donc ensuite, on a une classe qui s'appelle isolated_context. Cette classe en fait nous permet de isoler notre contexte de telle manière à ce qu'on ne va pas aller toucher aux données qui sont de base sur notre téléphone. Donc par exemple, si on va demander getFilesDir, il va nous envoyer un new file dev nul. Si on va demander getSystemService, il va nous renvoyer nul parce qu'on ne doit pas aller communiquer avec le téléphone, etc. Et le dernier qui est intéressant, c'est le renaming delegating context. Celui-là, la logique, c'est de dire quand je vais te demander quelque chose, tu vas automatiquement, pour moi, aller ajouter un préfixe à ce que je demande pour ne pas manipuler les mêmes fichiers. Je demande par exemple la base, ma base.db, je passe par un renaming delegating context, il va aller plutôt chercher test-ma base.db. Et du coup, on ne va pas les écrire dans les mêmes bases, et ça, c'est encore une fois très intéressant. Ensuite, on a des assertions. Donc, on a vu les test cases, on a vu les mocks. Maintenant, on a des assertions donc, qui vont nous permettre d'effectuer nos tests. Donc, les assertions, c'est est-ce que ça marche bien, finalement. On va aller vérifier quelque chose. Et là-dedans, on a pas mal de choses. Alors, on a déjà viewAsserts, qui est une classe qui nous permet d'avoir des assertions sur les vues. Typiquement, on va pouvoir aller tester la présence d'une vue dans un écran. Ou bien tester l'alignement de deux TextView, par exemple, dans notre écran. Donc c'est un ensemble de méthodes statiques de type assert qu'on peut utiliser directement. On a également moreAsserts qui, lui, fait des assertions plus type Java, mais qui enrichit un petit peu les assertions qu'on a de base avec JUnit. Donc par exemple, on peut tester l'héritage de deux objets. J'ai lu inheritance et héritage, ça fait inheritance. On peut aller tester également l'ordre d'une collection, est-ce que ma collection est organisée, etc. Et enfin, on a touchUtils. Alors là, ce n'est pas des assertions, mais c'est des outils, un ensemble d'outils qui va nous permettre de manipuler nos vues pour aller, par exemple, effectuer un événement touch, un événement scroll, etc. Donc, encore une fois, c'est un ensemble de méthodes statiques qu'on peut utiliser pour manipuler nos vues. Et puis la dernière chose qu'on va trouver dans notre framework, ce sera des annotations. Des annotations qui vont nous permettre d'organiser notamment nos tests. Alors on va avoir @smallTest, mediumTest, largeTest, smoke. On va pouvoir en fait, pour chaque test, dire de quel type ils sont. On peut aller supprimer un test, alors avec @suppress, et donc à éviter typiquement quand vous avez un test qui ne marche pas d'aller le commenter et de revenir 6 mois après et vous rendre compte que tout ce que vous avez refactoré pendant 6 mois, du coup ça n'a pas impacté ce que vous avez commenté. Ça c'est typiquement inutile. Donc si vous mettez votre suppress, c'est juste qu'il ne va pas lancer le test, mais comme ça vous permet de revenir assez facilement 6 mois après dessus. FlakyTest va vous permettre de définir une tolérance. Alors si vous mettez par exemple tolérance égale 2, il va lancer votre test. Si votre test ne marche pas, il va aller le réexécuter une deuxième fois. Il lui redonne une chance. Et enfin, on a le UIThread_test. Ça, c'est pour lancer un test sur le UIThread annotation que je n'ai jamais utilisé car je n'en vois pas vraiment l'intérêt pour l'instant. Il y en a d'autres, en fait, si on regarde bien dans les sources du SDK, qui ont l'air vraiment intéressantes, notamment time_test, bandwidth_test et repetitive_test. Mais ces annotations-là, on ne peut pas les utiliser parce qu'elles sont en hidden dans le SDK. Donc on n'y a pas accès, mais elles sont là, c'est assez frustrant. Donc c'est des choses qui ont commencé à être implémentées et on ne sait pas si ça arrivera un jour. Voilà, on a vu ce qu'il y avait dedans. Maintenant, on regarde comment utiliser notre framework. On a un ensemble de composants, comment on met tout ça en place pour aller faire nos tests. Donc on va donner,
je crois, 3 exemples de tests qu'on peut faire. Alors attention, c'est pas du vrai code, c'est du pseudocode ici, mais c'est pour montrer la logique un peu de ce qu'on peut faire. Donc je vais aller tester, par exemple, un insert en passant par un provider. Je vais, par exemple, aller donc chercher mon provider, celui que je vais aller tester. Donc ici, je suis dans un provider test case 2. Je vais faire un insert, et juste après, je vais aller lire dans la base, donc faire un query, et voir si je peux le récupérer. Et quand je les récupère, est-ce que ce sont bien les mêmes? Si ce sont bien les mêmes, alors je peux dire que mon insert a marché. Alors souvent, on respecte le pattern given, when, then, qui nous permet d'organiser un petit peu logiquement finalement nos tests. Un autre exemple, donc ici on est dans un Android test case simple. On n'est pas obligé d'utiliser les sous-classes d'Android test case, on peut directement utiliser Android test case. Moi typiquement ce que je fais, c'est que généralement je sous-classe Android test case, mais pour faire un autre test case générique que je peux utiliser dans toute mon application avec les paramètres qui me conviennent. Donc je peux aller, donc vous avez vu que je fais appel aux méthodes setup et teardown, donc c'est les méthodes qui sont exécutées avant mon test et après mon test. Donc ce que je fais, c'est que je vais par exemple aller chercher un parseur, le préparer. Dans mon test, je vais aller essayer de parser un fichier JSON et je regarde si j'y arrive. Et à la fin, je peux éventuellement cleaner les tâches de mon parseur, etc. Donc j'ai l'opportunité de reverter ce que j'ai fait si j'ai fait des bêtises. Oh, pardon, je vais trop vite. Maintenant, un Activity Instrumentation Test Case 2. C'est des noms à rallonge. Il faut s'entraîner un peu pour les dire. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est donc par exemple aller tester si une vue est présente dans notre activity. Donc ce que je fais, c'est que où est-ce que je suis? Je vais setter en fait un activity intent. Donc je vais passer en fait des données dans l'intent qui me permet d'ouvrir mon activity. Je vais appeler le onCreate de mon activity et juste après, je regarde. En fait, j'essaye de récupérer un text view dans mon activity directement et je regarde si elle n'est pas nulle. Si elle n'est pas nulle, c'est qu'elle est présente. Voilà. Alors, des exemples de tests. On pourra en donner plein. Je vais m'arrêter là. Par contre, je vais donner quelques petites astuces. Alors, comment classifier nos tests, par exemple? On a vu qu'il y avait des annotations, small test, etc., qui nous permet de différencier finalement la longueur un peu de nos tests. Est-ce qu'on peut aller les lancer indépendamment? La réponse est oui. Quand vous allez lancer vos tests, au lieu de faire tout simplement db shell am instrument, vous allez ajouter un paramètre qui est -e, alors on va peut-être pas bien avec la couleur, -e size small, et il va les lancer là tous les tests qui sont de type small, et pas les autres. Et donc la même chose pour les medium tests, pour les large et pour les small. De même avec Maven, donc c'est -d android.test.testSize égale small. Alors on peut faire nos propres tests suites. Les tests suites, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'enchaînement des tests qui vont être lancés quand je vais donc demander l'exécution de mes tests. Alors on a une classe qui s'appelle Instrumentation Test Runner. Cette classe, on peut la sous-classer, en hériter, et aller directement définir quels tests vont être exécutés quand je vais faire l'exécution de mes tests. Donc pour ça, je surcharge get all test, et là je vais directement aller créer ma propre test suite. J'instancie une nouvelle test suite et j'ajoute moi-même à la main les tests que je vais exécuter. Éventuellement, je peux ajouter des packages entièrement, etc. Et après, par contre, de la même manière, on va les lancer avec ADB ou Maven. Et on peut aller encore plus loin. On peut en fait ajouter des filtres sur notre test suite pour savoir si un test doit être exécuté ou non. Alors typiquement, on pourrait reprendre le principe des small tests, etc. On pourrait les refaire nous-mêmes avec le système de filtre. Donc, je suis dans test suite builder ici, donc je suis en train d'instancier une test suite.
je vais lui faire appel add requirements, et ici en fait je vais aller appeler mon predicate que j'ai défini juste avant, et dans la fonction apply de mon predicate, je vais aller filtrer en fait si mes tests sont éligibles ou pas à être exécutés. Alors pour simplifier nos tests, moi ce que je fais aussi généralement, c'est que je supprime les tests qui sont là de base dans Android Test Case, puisque en fait vous avez automatiquement des tests qui sont ajoutés dans Android Test Case qui s'appellent donc test Android Test Case Setup Properly, donc pour savoir si votre test case est bien setupé. En pratique c'est toujours vrai, c'est juste aller asserter si le contexte est bien présent. Moi j'aime pas ça parce qu'en fait ça va exécuter ce test en fait pour chaque sous-classe de mon Android Test Case, et du coup ça ajoute beaucoup de bruit dans mes tests. Moi je veux pas, moi je veux garder uniquement que les tests qui m'intéressent, que j'ai écrit moi. Alors je vais directement donc sous-classer mon Android Test Case, overrider le test qui est ajouté automatiquement et mettre cette fois mon annotation suppress. Comme ça elle est plus exécutée. Alors pour introduire des mocks, là c'est la grande question. Finalement on va aller manipuler, on a dit, notre application principale. Alors comment on va conduire nos mocks? Il y a quelque chose qui est bien, c'est les contextes. Les contextes, c'est des objets finalement parfaits pour aller introduire des mocks, puisqu'ils sont la porte d'entrée un petit peu à tout le système. Donc, alors j'ai un content provider qui a un constructeur. Celui-là, on ne le connaît pas en général. Sur la classe content provider, on a un constructeur qui nous permet de passer un ensemble de paramètres, notamment le contexte qu'il va utiliser. Mais c'est un constructeur donc, qui est dans les SDK de base, hein, mais qui précise dans la Javadoc qu'on l'utilise uniquement pour les tests. Donc j'ai dit que les contextes, c'était parfait pour véhiculer des mocks. Dans tous les Android Test Case, notamment, on a une fonction qui s'appelle setContext qui nous permet d'aller injecter notre contexte qui sera ensuite réutilisé dans tous les tests. Par contre, il va falloir différencier deux choses. Dans le cadre de nos tests, on va avoir le contexte de l'application et le contexte des tests, qui sont différents. Alors là, attention, donc quand vous faites du test d'intégration, il faut savoir que votre application elle va se lancer normalement et avoir un contexte comme celui que vous utilisez quand vous lancez votre application normalement. Et si votre application n'est pas pensée pour permettre justement le changement de ce contexte, ça va être très difficile de passer outre. Dans le cadre de tests unitaires, ça va être assez facile. Dans le cadre de tests d'intégration, c'est en général quasi impossible. Alors qu'est-ce que je peux faire par exemple pour faire mon propre mock contexte et aller rediriger par exemple vers un autre content resolver? Donc ici je vais aller créer un new mock context. Donc, ici je vais aller directement sous-classer en fait get content resolver. Get content resolver, en fait je vais le sous-classer et aller directement donner sa définition pour lui dire de renvoyer donc par exemple un mock content resolver à la place du resolver qu'il utilise normalement. Et sur mon mock content resolver, ensuite moi je peux attacher les providers que je veux avec l'URI qui les identifie. Pardon. Enfin l'URI, le name qui les identifie. Donc il ne faut pas hésiter à isoler le plus possible les tests. Notamment on avait vu donc déjà le renaming delegating context qui nous permet d'aller écrire dans d'autres fichiers que ceux qu'on demande automatiquement pour nous. Et il y a le fameux isolated context. Donc souvent en fait on fait un mélange des deux. C'est ce qui est fait dans Content Provider Test Case 2. Donc en fait on va prendre notre contexte normal, on va le mettre dans un isolated context et celui-ci encore on va le mettre dans un renaming delegating context. Toujours avec la notion de context wrapper qu'on a vu tout à l'heure. Donc à chaque fois on délègue un petit peu plus en fait les méthodes qui vont nous embêter. Ce qu'on peut faire également, c'est donc modifier la base. Alors ce qu'on peut faire, c'est au début de nos tests, aller backuper notre base de données et à la fin de nos tests y revenir.
et la remettre à sa place. C'est une possibilité. De même pour les settings, etc. Hello. Alors maintenant, quelques petites astuces pour faire les tests. Donc déjà, première chose, souvent quand on fait de nos applications, nous, en tant que développeurs, on a envie que tout soit asynchrone. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir des performances en déléguant, donc, par exemple, tout ce qui est dans le thread UI, qui est des tâches longues, qui repose dans des tâches longues, on va le mettre dans des manières d'exécuter de manière asynchrone pour qu'on ne va pas aller friser notre truc. Sauf que dans le cadre de notre test, ici, ça va être complètement l'inverse. Parce qu'on va vouloir avoir tout qui va s'exécuter de manière synchrone pour pouvoir faire une action et ensuite asserter quelque chose, donc aller tester si ça a bien marché, etc. Donc une utilisation possible pour ça de Java, c'est d'utiliser donc Countdown Latch, donc qui est une classe qui nous permet finalement de ramener ici en synchrone nos appels. Alors si je passe par quelque chose comme ça, donc ici imaginons que je vais avoir un broadcast receiver, je vais tester que j'ai bien reçu quelque chose dans mon broadcast receiver. Alors ça va être asynchrone. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est aller envoyer un événement au moment où je vais recevoir mon intent. Donc je vais créer mon countdown latch, je lui dis que je vais attendre un événement, je vais lancer mon receiver, ici donc mon broadcast receiver, et je vais attendre qu'il m'envoie donc son événement. Donc quand il va faire appel en fait à latch.countdown, ça va relâcher mon latch qui était en attente pendant ce temps-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc je crée mon countdown latch, je le paramètre, je fais attendre jusqu'à ce que je reçoive donc mon countdown. Si je ne l'ai pas reçu, éventuellement je vais pouvoir aller dans un interrupted exception, et donc comme ça je vais pouvoir tester si, même de manière asynchrone, je l'ai reçu ou pas mon intent. Dans les tests, il ne faut pas hésiter non plus à utiliser de la réflexion. Au mieux, on peut ne pas s'en servir du tout si nos applications sont bien pensées. En général, on en a souvent besoin quand on fait des tests, notamment si vous avez des visibilités sur vos méthodes. Alors si vous avez des champs privés, des choses comme ça, vous pouvez changer la visibilité, les rendre publiques et du coup y accéder à travers de vos tests. On est bien d'accord, ça reste dans le cadre de vos tests, ne faites pas de réflexion dans vos applications. Ça pourrit les perfs et c'est horrible. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est aller par exemple chercher un champ qui était, donc mparser qui était privé sur ma classe. Je vais faire appel à setAccessibleTrue, ça va le passer en public. Et comme ça, moi, je vais pouvoir l'invoquer en setant donc mon objet. Et comme ça, je vais pouvoir donner la possibilité de changer certains paramètres. De même, on peut avoir des builders. Alors souvent, quand on fait nos applications, on pense objet. On a des objets, des Peugeot, qui donc ça peut être, je sais pas, une voiture ou je ne sais quoi. Pour faciliter la vie de nos tests un petit peu, on peut faire des builders qui vont nous permettre d'instancier des objets facilement. Donc pour ça, en fait, la logique, c'est de prendre par exemple un contact builder. Lui, son rôle, ça va être de créer un contact avec une fonction qui s'appelle build. Et je vais juste en fait faire cette classe de telle manière à ce que je peux chaîner directement tous les attributs de mon Peugeot et aller setter toutes les valeurs. Donc je vais faire new contact builder, .firstName, .lastName, etc. Je mets toutes les données que je veux et à la fin je fais build et comme ça j'ai créé mon objet. C'est une manière d'aller plus vite un petit peu pour créer des objets de test. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire aussi du random. Moi, le random, j'aime bien ça. Je sais que c'est pas forcément une pratique qui est mainstream, j'ai envie de dire, dans les tests. Moi, j'aime bien parce que ça me permet finalement de tester des cas auxquels j'aurais pas pensé moi-même. La première chose, c'est ne le faites pas vous-même, surtout pas. Parce qu'en général, on le fait mal. Et donc, il y a des librairies qui nous permettent d'aller créer des données de test. Donc, typiquement, vous avez random string utils qui est dans Apache Commons, ou la classe random qui est dans Java Utils,
qui vont nous permettre d'avoir des random int ou des random string, etc. Alors le problème de random string utile, c'est que ça va nous faire des fausses strings, mais qui vont ressembler à rien. Donc ça va être x, gf et jh, etc. Alors par contre, on a une autre classe, donc un projet qui s'appelle Data Factory, qui lui est très intéressant. Il nous permet de générer des strings de manière random, mais qui restent cohérentes. Donc par exemple, je peux lui demander un random first name. Et il va aller me donner par exemple Peter. Je peux lui demander une random date, et il va me donner des dates random, etc. Donc ça, c'est une librairie que j'aime bien et que j'utilise moi, personnellement. Et ensuite, pour faciliter donc la vie des autres développeurs, il ne faut pas hésiter à wrapper un petit peu ce qu'on fait dans nos tests dans des fonctions statiques, dans une méthode statique, qui pourront être utilisées donc, par les autres développeurs du type create user, login, etc. En fait, l'idée, c'est vraiment de simplifier finalement l'accès à des tâches qui peuvent être compliquées, notamment s'il faut passer dans ces fonctions par de la réflexion, etc. Alors on a un problème en JUnit 3, c'est qu'on n'a pas de before class et d'after class. Si vous connaissez, donc on a en JUnit 4 la possibilité de faire une initialisation avant l'ensemble des tests, puis un revert à la fin de tous nos tests. Ici on a juste setup et teardown qui est exécuté entre chaque test. D'accord ? Donc ça on l'a pas dans JUnit 3. Par contre on peut éventuellement trouver des moyens pour s'y ramener. Alors on peut éventuellement passer par le constructeur de nos test cases, par des static blocks, voire par un booléen statique qui pourrait être seté à true quand on est passé une première fois dans le setup. C'est pas des solutions très élégantes, mais ça marche. Après, on a la possibilité également de compter les tests qu'on a dans notre classe et puis savoir si on est passé dans tous, au moment du teardown, pour savoir si on est dans un after class, par exemple. Bon, c'est pas très élégant. Et la partie que je préfère, c'est donc faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres choses. Donc on a le framework de test d'Android qui nous permet de faire des tests, mais qui est assez limité finalement. Notamment, je ne l'ai pas dit en fait, mais on a quelques problèmes avec le framework de test. Notamment, il fait des choses pour nous. Par exemple, quand on va lancer nos tests, il va automatiquement lancer une instance de notre application, et ça, on n'a pas la main dessus. Du coup, si on utilise un application test case juste après, souvent il y a deux instances de la même application, et ça crache assez souvent. Bon, voilà, il y a des limitations dans le framework de test d'Android. Par contre, on a vraiment des belles alternatives. Alors, beaucoup de projets qui vont nous simplifier un peu la vie. Donc déjà, on a Robotium, qui est peut-être le plus connu, qui en fait reprend par contre la base du framework de test d'Android, mais va juste l'enrichir. Donc ça marche exactement de la même manière, mais on va pouvoir, notamment pour tout ce qui est graphique, avoir des outils supplémentaires. Alors par exemple, ici, de ce qu'on peut faire, on peut donc aller demander de rentrer 10 dans le premier edit field qui est dans notre vue, puis 20 dans le deuxième, cliquer sur tel bouton, et puis voir si dans ma vue, j'ai bien quelque part qui affiché le bon résultat que je suis censé attendre, par exemple. Ensuite, on a Roboelectric. Roboelectric, moi, c'est ce que j'utilise de plus en plus. En fait, ça vous permet de lancer vos tests sur votre JVM. Et ça, déjà, c'est un changement qui est radical. Pourquoi ? Parce que c'est plus rapide. Au lieu de compiler votre application, votre APK, de l'installer sur votre device, puis de lancer les tests, là, vous faites que lancer les tests. Donc sur votre JVM, vous n'avez pas besoin de le déployer sur un téléphone. Comment ça marche ? Vous avez juste une annotation @runwith, et puis vous lui dites que ça va être lancé avec Roboelectric. Autre avantage, c'est que là, on va utiliser JUnit 4, Oura, on a beaucoup plus de possibilités. Notamment, on va retrouver notre before class et notre after class qui nous manquaient. Et on a un ensemble donc, de méthodes aussi qui vont nous permettre de manipuler donc, notre application, et c'est vraiment très bien. Donc on a quand même la possibilité, par contre, d'aller accéder à toutes nos ressources, d'aller accéder à l'instance de notre application, de lancer une activity, etc. Ouais. Question. Ouais. C'est une JVM normale, ouais. En fait, le principe, c'est que dans les SDK, le problème, c'est qu'on a beaucoup de méthodes qui renvoient stub, la fameuse runtime exception stub. Et en fait, ils ont réécrit tout ça pour
qu'on n'ait plus ces exceptions-là, et du coup on peut les exécuter sur notre JVM classique. Bon, et derrière, il y a quand même Square et jQuarton qui travaillent dessus. C'est des choses qui sont bien supportées, et ça marche vraiment bien. Moi, en fait, je suis en train de migrer finalement tous mes tests que j'avais fait en Android Framework là, sur Roboelectric, parce que j'avais tellement de problèmes finalement sur le framework de test, sur l'instabilité de mes tests, que Roboelectric est vraiment beaucoup plus fiable. Par contre, là, on n'est pas vraiment en mode de test d'intégration. On va plus réfléchir en mode test unitaire. Ensuite, on a Fest Android. Alors Fest, vous connaissez peut-être Fest Assert. Donc c'est un projet open source qui nous permet d'avoir plus d'assertions. Ça, c'est vraiment très pratique. Notamment, on peut faire nos propres assertions après. Donc la logique, c'est vous utilisez un mot-clé qui est assertVat. Donc assertVat, donc vous lui passez l'objet que vous voulez asserter, et ensuite seulement vous lancez vos tests. Donc assertVat, mon layout is visible, et puis vous le pouvez chaîner en fait vos assertions. Est-ce que c'est bien vertical? Est-ce qu'il a 4 enfants, etc. Donc en fait, FestAssert, c'est un projet Java, et Fest Android, c'est un portage de FestAssert pour Android, mais avec donc des assertions spécifiques à Android. On a Mockito également, qui nous permet de moquer cette fois facilement des objets. Là, c'est quelque chose que j'adore également utiliser. Donc, vous utilisez donc l'objet Mockito et la méthode mock. Vous lui passez un objet et il vous fait automatiquement une instance de cet objet. Et après, vous lui dites, donc par exemple, when ma méthode getContentResolver est appelée, then return, et là je lui passe un mock contentResolver. Donc, quand je vais appeler cette fonction-là, au lieu de faire le comportement normal de mon contexte, ici je vais renvoyer ça à la place. C'est très très pratique. Et ça vous permet également de savoir si vous êtes passé dans une fonction. Est-ce que je suis passé dans telle fonction, combien de fois, etc. Et puis on a Spoon, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester personnellement, qui est encore une fois un projet de Square, en fait, qui nous permet de lancer nos tests sur plusieurs téléphones, et il nous fait ensuite une belle interface graphique, où on peut en fait voir le cheminement de tous les devices et voir s'il y a eu des problèmes, notamment dans l'interface. Donc il nous génère des screenshots pour chaque interface qui est vue sur chaque téléphone, et c'est vraiment plutôt pas mal. En tout cas, à la démo, c'est vraiment pas mal. Sachant que derrière, je précise, derrière Spoon, on fait nos tests de la manière qu'on veut. Ça, c'est bien. Donc ensuite, il faut industrialiser nos tests. Alors industrialiser, je vais penser notamment tout de suite à Jenkins, moi c'est ce que j'utilise. Donc vous faites de l'intégration continue. Le mieux, c'est de lancer le plus souvent possible les tests. Typiquement, nous, ce qu'on fait chez Orange Valley, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui push quelque chose sur une branche, eh ben, on va relancer les tests. Comme ça, on peut rapidement détecter s'il y a quelque chose qui a été cassé, et on peut savoir c'est qui, surtout, qui a cassé tel ou tel test. Alors, donc on a donc Emma qui est utilisé dans le framework Android, qui nous permet d'avoir notamment le code coverage, pour savoir quelle quantité de code vous avez testé. Donc pour ça, quand vous lancez vos tests, vous avez un petit paramètre à mettre en plus qui est -e Emma true, ou bien si vous utilisez Maven, -d Android test.testCoverage égale à true. Et vous obtiendrez en fait un fichier qui va vous dire quel pourcentage de code vous avez testé. Enfin, donc si vous faites de l'intégration continue, il y a quelque chose qui est pas mal aussi à savoir. Donc il y a un paramètre sur le Maven Android plugin qui est donc le maven.test.failure.ignore égale true. Ce paramètre, il est un petit peu vicieux, on va croire qu'il va ignorer les tests qui fail, mais en fait c'est pas du tout ça. Donc sur Jenkins, on a 3 états typiquement pour un build, c'est normalement est-ce qu'il est stable, est-ce qu'il est instable, ça veut dire qu'il y a des tests qui ont failé, ou est-ce qu'il est en erreur, ça veut dire qu'il y a eu un test en erreur cette fois, donc qui par exemple envoyait une exception alors qu'on s'y attendait pas. Et en fait si on ne met pas ce paramètre là, tous les tests qui fail seront vus en erreur, ce qui est assez dommage. Et donc là ça nous permet de rajouter l'état unstable. Et on aurait pu parler de encore beaucoup de choses.
notamment donc, quand on fait des tests. Alors on peut utiliser Selenium pour faire du test d'interface. Il y a un native driver pour Android qui marche. On peut donc voir comment moquer notre environnement. Alors typiquement, quand on fait par exemple des tests, est-ce qu'il faut faire des vrais appels serveurs ou est-ce qu'on va utiliser un mock serveur, intercepter les requêtes HTTP, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une problématique qui n'est pas forcément évidente, mais il y a des outils quand même qui existent. On peut utiliser également Monkey. Alors Monkey, c'est un outil qui fait partie donc, des outils d'Android qui va bourriner un peu votre interface, qui va cliquer n'importe où. Et ça vous permet de savoir s'il y a des problèmes également dans votre application. Est-ce qu'il y a moyen d'arriver à des cas où on ne s'attendait pas, nous, en tant que développeurs, qui peuvent faire planter votre application. Et puis, est-ce qu'on a moyen de faire des tests d'acceptance, donc avec du Cucumber. Alors, ce ne sera pas du Cucumber, mais je crois qu'il y a un projet, je ne sais plus comment il s'appelle. Là, la logique, c'est de manipuler finalement des bouts de tests, mais à très haut niveau, de telle manière à ce que n'importe qui puisse faire des tests. C'est-à-dire que je vais avoir par exemple un bout de test qui va s'appeler create_login, qui a une certaine exécution, mais que nous, quand on va utiliser donc, dans nos tests, on va juste manipuler notre bout create_login, quand on clique sur tel bouton, est-ce qu'il se passe ça? Et en fait, on manipule uniquement voilà, des composants qui sont déjà préfaits. Et ça nous permet d'avoir finalement des tests de très haut niveau. Et donc voilà pour les tests. Est-ce que vous avez des questions? Alors déjà, première chose, je vais vous montrer. Donc vous pouvez aller récupérer les slides, elles sont en ligne. N'hésitez pas.